Le doux ruisseau du sol du couloir nous trahissait toujours, peu importe combien de fois j'essayais de le réparer. C'était juste une de ces choses à propos de notre logement, petit, vécu dans un endroit humble, 2 chambres, une petite cuisine qui faisait également office de zone de guerre les samedis de crêpes, et un salon où le canapé s'affaissait, juste assez pour vous rappeler que ce n'était pas nouveau. Mais c'était le nôtre, Isla et moi, ma fille, mon monde. Elle était déjà réveillée ce matin-là, enveloppée dans sa couverture, blottie sur le canapé, regardant par-dessus le bord comme une tortue prudente. Les dessins animés du samedi fredonnaient à la télé, mais ses yeux étaient ailleurs, flottant dans ses pensées. Aucun enfant de 8 ans ne devrait avoir à les porter. Crêpes, proposai-je en entrant dans la cuisine et en sortant le mélange que nous utilisions chaque week-end. C'était notre rituel, un petit acte de rébellion contre le chaos à l'extérieur de ces murs. Ouais, dit-elle doucement avec des visages souriants. Toujours. J'ai versé la pâte dans la poêle, le parfum de vanille montant comme un réconfort. Alors que j'en retournais une, elle est venue traînant sa couverture derrière elle comme une cape. Elle regarda la pâte bouillonner, mais son étincelle habituelle manquait. C'était ainsi depuis la dernière fois qu'elle était revenue de Belle Esbel, mon ex-femme. Le nom à lui seul pouvait remuer quelque chose d'acide dans mon estomac, même si je m'étais entraîné à ne pas dire du mal d'elle devant Isla. C'était une ligne que je refusais de franchir, même si Belle l'avait franchie depuis longtemps. Depuis le divorce, Belle avait aiguisé ses paroles, son apparence, toute son attitude. Il était devenu semblable à une lame. Toute douceur dont je me souvenais de notre première rencontre était désormais recouverte de glace. Elle a tout critiqué sur la façon dont j'ai élevé Isla. Elle détestait que je n'achète pas de lait biologique, détestait que je laisse Isa dormir le week-end, détestait les dessins animés, les crêpes, les histoires au coucher qui n'impliquaient pas d'affirmation positive. La semaine dernière, elle m'a dit que j'étouffais le développement d'Isla en la laissant s'habiller seule. Apparemment, des chaussettes dépareillées étaient un signe de négligence. Mais le pire n'était pas les cours magistraux ni la condescendance. C'est ce que j'ai vu chez Isla par la suite, sa façon de se replier sur elle-même, calme, renfermée, comme si quelque chose en elle avait été trop enfoncé. Elle ne dirait pas ce qui n'allait pas. Elle ne l'a jamais fait. Après le petit déjeuner, je me suis assis à table, ouvrant mon ordinateur portable. Un travail indépendant attendait analyse de système pour une entreprise de logistique. Cela payait suffisamment pour garder le réfrigérateur approvisionné et payer le loyer, mais à peine. Comme les contrats pandémiques étaient plus difficiles à obtenir, j'ai jonglé avec les concerts comme des assiettes tournantes. Isa a posé son carnet de croquis sur le canapé et a commencé à dessiner. Je l'ai regardée du coin de l'œil. Elle remplissait les pages de licornes et de dauphins volants. Dernièrement, c'était surtout des maisons. Certains avaient de hautes clôtures, d'autres avaient des gens à l'intérieur, séparés par de longs couloirs ou des portes fermées. « Hey Bug, dis-je doucement. Tu veux me dire ce que tu dessines ?» Elle leva des yeux illisibles. Ce n'est rien. Une douleur familière s'épanouit dans ma poitrine. Je n'ai pas poussé. Je savais mieux. Plus tard dans l'après-midi, ma mère est passée avec un panier de courses et sa sagesse habituelle. Rosa était bâtie comme un chêne, robuste, forte et enracinée dans la vérité. Elle a embrassé Isla, puis m'a coincé dans la cuisine avec ses sourcils déjà levés. Mais elle est plus silencieuse que d'habitude, murmura-t-elle en pliant un torchon. Je sais, dis-je. Mais tu vas parler à Belle. À quoi ça sert? J'expirai en me frottant la nuque. À chaque fois que je le fais, cela se transforme en débat où je perds par défaut. Les yeux de Rose s'adoucirent, mais elle ne recula pas. Alors ne lui parle pas, parler à Isla et écoutez aussi ses silences. Les enfants parlent plus fort lorsqu'ils ne disent rien. J'acquiesçai, ne sachant pas comment exprimer l'impuissance qui me rongeait. En partant, elle se pencha et murmura, la vérité à ses propres jambes, Mijo. Elle marche quand elle est prête. Cette nuit-là, Ala se brossa les dents en silence. Je l'ai bordée, je l'ai embrassée sur le front et j'ai éteint la lampe à côté d'elle. Papa, dit-elle alors que j'atteignais la porte. Ouais, tu penses que les mamans et les papas peuvent tous les deux être bons. Je me suis retourné lentement. Ses yeux étaient grands ouverts dans le noir. Je pense que parfois les gens oublient comment être bons. J'ai dit honnêtement, mais je pense aussi que la vérité trouve toujours son chemin. Il suffit de le conserver, même s'il est petit. Elle n'a rien dit, elle s'est juste retournée et a remonté sa couverture. Je me suis dirigé vers le salon,
Je me suis assis sur le canapé et j'ai longuement regardé le mur blanc. Je pouvais sentir la tempête arriver. Les discussions sur la garde, la médiation, les appels de l'avocat. Belle voulait plus de temps avec Isla et moins de moi sur la photo. Elle prétendait que c'était pour la stabilité, mais je savais que c'était une question de contrôle. Elle avait commencé à tout documenter, transformant les faits en accusations. Il la laisse veiller trop tard, il lui achète de la nourriture transformée. Elle perd sa structure. Mais la seule chose que j'avais, la seule chose que je ne l'aurais jamais laissé voler, c'était la confiance. Et même si notre maison était petite et notre vie tranquille, je protège cette confiance comme une forteresse, parce que les batailles ne commencent pas toujours par des épées. Parfois, ils commencent par le silence. Et j'écoutais. Belle sentait la lavande et la peinture à l'huile. C'est l'une des premières choses dont je me souviens de notre rencontre, ses mains toujours tachées de couleur, son rire bouillonnant comme s'il ne pouvait pas être contenu. À l'époque, elle était légère, authentique, artistique, un peu chaotique au point de donner l'impression qu'elle tournait juste assez vite pour qu'on veuille suivre. Nous nous allongions par terre dans son studio, la musique s'échappant de certains vinyles qu'elle avait trouvés dans une friperie, parlant de tout et de rien. Elle disait des choses comme « Je me fiche de l'opinion du monde, je veux juste faire des choses honnêtes ». Je suis tombée amoureuse de cette femme. Mais quelque part en chemin, elle a disparu. Désormais, lorsque Belle entre dans une pièce, l'air change. C'est froid, calculé, sa posture est parfaite, sa voix toujours même, ses cheveux coiffés comme si elle marchait sur un poste de télévision. Elle ne porte pas que du maquillage. Elle porte un masque, et je ne sais pas exactement quand elle a troqué la vérité contre la performance, mais je sais que le changement s'est produit bien avant que les papiers du divorce n'arrivent sur mon bureau. Elle dit que j'étais émotionnellement distant. C'est ainsi qu'elle le justifie. L'affaire, l'abandon. Elle me reproche l'écart qu'elle a franchi dans les bras de Curtis. Et le pire. Elle l'a fait avec un sourire, comme si c'était le prochain chapitre logique d'une histoire. Elle seule comprenait Curtis. Il a toujours ce sourire suffisant et reposant comme s'il savait quelque chose. Je ne sais pas. C'est le genre de gars qui tape un peu trop fort dans le dos des autres hommes, qui pose des questions rhétoriques conçues pour vous faire sentir petit, et d'une manière ou d'une autre, il est toujours autour d'Isla. Au dépôt, Curtis se tient à côté de Belle, la main sur le bas de son dos comme pour une réclamation de propriété. Isa ne le regarde jamais dans les yeux. Et pourtant, Belle insiste sur le fait qu'il est une figure masculine stable dans sa vie. Tout en m'accusant de confusion émotionnelle, cette phrase est sortie tout droit de la bouche de son avocat. Nous sommes au milieu d'une bataille pour la garde maintenant, pas du genre de dispute que l'on voit dans les films. Celui-ci est calme, raffiné, mortel. Son avocate est une femme nommée Nankirk. Elle parle avec une douceur répétée qui masque les contours du rasoir. Lors de la dernière audience, elle a déclaré des choses comme « Monsieur Grant se contredit souvent et il existe une tendance documentée à saper le rôle parental de la mère ». Elle a présenté des captures d'écran hors contexte, des messages de moi décrivant mes pires jours. L'une m'a montré en train d'envoyer un SMS à Rosa, je perds la tête. Elle empoisonne Isla contre moi. Non. Lis-le à haute voix comme si j'avais avoué un crime, elle empoisonne Isa contre moi. Ils ont agi comme si c'était une accusation sauvage. Mais ils n'ont pas vu les notes qu'Isa a laissées après ses visites. La question qu'elle a posée, la façon dont elle tressaillit lorsque j'élevais la voix, même pas de colère, était juste surprise. Son ton est doux, ses mots mesurés. Tout ce que je veux, c'est qu'Isla ait de la stabilité, de la cohérence, de la sécurité. Dans termes élogieux. Curtis offre un environnement calme. Il renforce la routine. C'est un bon exemple de responsabilité masculine. J'étais assis là pendant cette audience, les mains serrées sous la table, le cœur battant si fort que je pensais que je pourrais casser le bois. Mon avocat, Simon Pace, est bon, méticuleux, mais même lui admet qu'au tribunal de la famille, la perception l'emporte souvent sur la vérité. Son côté à l'optique, a-t-il dit. Il ressemble à une famille. Vous ressemblez à un homme en défense. Alors j'ai commencé à rassembler. J'ai créé des dossiers, organisé des captures d'écran, compilé des bulletins scolaires, des notes des professeurs d'Isa, dont l'un a déclaré « Je reviens de week-end avec Belle inhabituellement calme et émotionnellement réservée ». J'ai enregistré des messages vocaux, dont un dans lequel Belle m'a crié dessus pour avoir laissé Isla ramener à la maison un chien en peluche qu'elle avait acheté avec son argent de poche. Elle n'a pas besoin de votre version du confort, a-t-elle lancé.
Pourtant, Simon m'a prévenu, l'épreuve compte, mais pas plus que la performance. Ne vous attendez pas à ce que la vérité crie plus fort que la voix de Belle. Il avait raison. La salle d'audience n'est pas construite pour les nuances, elle est construite pour les impressions. Et Belle, elle maîtrise les impressions. Nous pensons que Monsieur Grand présente de fausses histoires à Isla dans le but de gagner son affection et sa loyauté. Mon estomac s'est retourné. J'ai senti de la bile. Faux récit, elle disait que je mentais à ma fille. Cette nuit-là, après l'audience, je me suis assis par terre dans la chambre d'Isa pendant qu'elle dormait. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait paisiblement d'une manière que je n'avais pas vue depuis des jours. Sur la table de nuit se trouvait son carnet de croquis. Je l'ai ouvert doucement. Elle avait fait un dessin de notre appartement. Le canapé affaissé, la télé. L'odeur des crêpes restait dans ma mémoire même si des heures s'étaient écoulées depuis le petit déjeuner. En dessous et au crayon, elle avait écrit « La maison de papa est douce ». Je me mordis fort l'intérieur de la joue, me forçant à ne pas pleurer. Elle m'a vu, elle m'a senti, même si la cour ne le faisait pas, même si Belle m'a dépeint sous toutes les nuances de l'échec. Ala connaissait la différence. Elle regardait, écoutait et peut-être, juste peut-être, qu'elle commencerait bientôt à trouver sa propre voix, parce que c'était la seule chose sur laquelle Belle n'avait pas compté. Le silence d'un enfant ne signifie pas son accord. Parfois, il s'agit simplement d'attendre le bon moment pour parler. Le silence est venu par vagues, ni soudaine, ni bruyante, mais constante, comme du brouillard, se glissant dans une vallée et masquant lentement tout jusqu'à ce que vous ne puissiez voir que des ombres. C'était Isa, jour après jour, un peu plus calme, un peu plus prudent, et ce n'était pas le calme de la concentration, de la somnolence ou de l'humeur. C'était une vigilance, une sorte de silence qui écoutait avant de parler, qui hésitait avant chaque mot. Elle parlait sans arrêt des insectes qu'elle voyait sur le trottoir, de son rêve de construire un musée du chocolat, du fait que les crêpes devraient être leur propre groupe alimentaire. Mais dernièrement, elle a commencé à parler par fragments, comme si elle avait peur de finir ses pensées. Nous nous sommes assis sur le canapé un après-midi. Des crayons se sont répandus entre nous. Isa dessinait une maison. Encore une fois, celui-ci n'avait pas de fenêtre. J'ai demandé gentiment, est-ce que c'est chez nous? Elle secoua la tête. Non, c'est juste une maison. J'acquiesçai, faisant semblant que cette réponse ne m'écrasait pas. Puis elle a levé la tête, ses grands yeux cherchant les miens, « Papa, est-ce que ça va si je te crois aussi ?» J'ai cligné des yeux. « Que veux-tu dire ?» Ses doigts se resserrèrent autour de son crayon. « Maman dit que tu mens, mais je ne pense pas que tu le fasses. » Mais elle dit, « Si je te crois, c'est à ce point irrespectueux. » Irrespectueux. Dis-je d'une voix tendue. Ouais, elle dit que tu me confonds, que tu me dis des trucs pour la faire paraître mauvaise, mais tu n'as pas raison. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je le voulais. Chaque os de mon corps criait de lui dire la vérité, de tout mettre à nu, mais je ne pouvais pas ne pas aimer ça. Au lieu de cela, j'ai dit, je ne dirai jamais rien qui puisse blesser ta maman. Je veux seulement que tu te sentes en sécurité et aimé. C'est tout. Isa n'a pas répondu. Elle a recommencé à colorier, mais ses épaules ne se sont pas relâchées. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, j'ai ramassé son bloc à dessin sur la table basse. Niché entre une page avec un arc-en-ciel tordu et une autre avec un chat violet, j'ai trouvé une note griffonnée au crayon. Maman dit tu mens. En dessous, avec une écriture plus petite, Curtis dit tu es bizarre. Je me suis assis en saisissant la page comme si c'était un fil sous tension. Une autre page contenait quelque chose d'encore plus difficile à lire. Et si j'en parlais à quelqu'un? Serait-ce mauvais? J'ai fermé soigneusement le coussin et je suis resté longtemps assis dans le noir. Le lendemain matin, j'ai essayé de m'en approcher doucement. J'ai préparé son petit déjeuner préféré, des tranches de banane en forme de lune, des petites étoiles découpées dans du pain grillé. Elle sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Isa, j'ai dit alors que nous étions assis l'un en face de l'autre, puis-je te demander quelque chose? Elle hocha lentement la tête. Ces petites notes que tu écris. Ils sont très courageux et m'aident à comprendre ce que tu ressens. Tu peux toujours me parler de n'importe quoi. D'accord, elle arrêta de mâcher, déglutit difficilement, puis regarda son assiette. Et si je ne dois rien dire? Murmura-t-elle. Qui t'a dit ça? Elle haussa les épaules mais ses lèvres tremblaient. J'ai dit doucement,
Personne n'a le droit de vous faire peur de parler, pas même les grands, surtout pas les grands. Elle leva les yeux. Mais si je dis quelque chose? Et si cela aggrave les choses? La question lui frappa comme un coup de poing dans les côtes. J'ai tendu la main par-dessus la table et lui ai pris la main. Dire la vérité ne vous rend jamais mauvais. Si quelque chose vous fait peur, vous rend confus ou triste, vous pouvez toujours le dire. J'écouterai toujours, je le promets. Ses doigts pressèrent les miens juste pendant une seconde, mais elle ne dit rien d'autre. Plus tard dans l'après-midi, quand je suis venu la chercher chez Belle, elle a à peine dit au revoir à sa mère. Elle se glissa sur la banquette arrière sans un mot. J'ai levé les yeux et j'ai vu Belle qui regardait depuis le porche, les bras croisés. Et Curtis se tenait derrière elle, sirotant un gobelet en métal comme s'il possédait la ceinture de sécurité solaire, dis-je doucement. Elle a cliqué dessus. J'ai vérifié dans le miroir, tu vas bien. Curtis était cruel de manière modeste et ciblée? Est-ce que Belle entraînait sa réalité tordue comme de la tire, jusqu'à ce qu'Isla ne puisse plus dire dans quelle direction était la vérité? Je me suis souvenu d'une histoire qu'Isa m'a racontée il y a des semaines. Ce n'est pas la vraie vie. À l'époque, je pensais qu'elle avait mal entendu. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. Cette nuit-là, j'ai trouvé une autre note pliée et cachée sous son oreiller. Parfois, je me sens comme un oiseau dans une boîte. Il parle et parle et j'acquiesce, mais je veux voler. J'ai fermé la note et je l'ai pressée contre ma poitrine. Ma petite fille était déchirée en deux et je me tenais d'un côté d'une corde de tir à la corde. J'avais besoin d'aide, de documentation, de preuves, de soutien, mais plus que cela, j'avais besoin d'elle pour je savais au fond d'elle qu'elle pouvait me faire confiance, que je ne laisserais pas ça la briser. Alors le lendemain matin, j'ai sorti une vieille boîte à chaussures du placard du couloir. À l'intérieur se trouvaient des bibelots des premières années d'Isla, des photos, sa première dent, la tétine, elle a refusé d'abandonner jusqu'à l'âge de 4 ans, et j'ai rangé dessous un petit cahier poussiéreux à couverture rouge, le pot de questions. Nous les sortions au hasard le dimanche matin. J'ai feuilleté la première page vide. Que signifie se sentir petit et courageux à la fois? Je l'ai laissé sur son oreiller. Ce soir-là, quand je suis venu la voir, elle dormait avec le cahier sous le bras. Mais une nouvelle question a été écrite en dessous de la mienne. Et si je ne suis pas le seul à me taire? Et si toi aussi tu as peur? Et voilà, la vérité taillée dans la main d'un enfant. Elle m'a vu, elle savait que nous avions tous les deux peur, mais nous n'étions plus seuls. Le palais de justice sentait le vieux papier et le café laissé trop longtemps mourir dans une casserole. Mon avocat, Simon, marchait à mes côtés en silence, sa mallette en cuir se balançant à chaque pas, nette et contrôlée. Comme tout le reste chez lui, j'avais porté le seul bon costume que je possédais, un bleu marine avec un col raide que je détestais. Mais aujourd'hui, ce n'était pas une question de confort. Il s'agissait de se présenter comme un homme qui avait encore quelque chose pour lequel se battre. Belle est arrivée 20 minutes plus tôt. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle sortit du SUV de luxe de Curtis comme un politicien entrant dans une conférence de presse. Ses talons claquaient avec assurance contre le carrelage. Sa robe était crème, modeste et impeccable. Son maquillage était doux, comme du souci, mis en bouteille et vendu chez Sephora. Elle sourit poliment à Simon. Elle ne m'a même pas regardé. Curtis se tenait derrière son téléphone à la main, lui murmurant quelque chose à l'oreille. Il n'était pas censé être dans la salle d'audience, juste un spectateur, mais la façon dont il se tenait là, souriant comme s'il faisait partie de chaque décision, m'a fait serrer les poings. Simon posa légèrement une main sur mon bras. Gardez cette colère. Vous devrez rester à niveau. Niveau, marmonnai-je, pendant qu'elle transforme ma vie en scénario. Oui, dit-il simplement. L'intérieur de la salle d'audience était stérile, avec des murs gris, des meubles fournis par le gouvernement, un air froid qui me faisait dresser les poils du cou. Au centre de tout cela se trouvait la juge Rena Harmon, une femme d'une 50aine d'années aux yeux perçants et au calme de quelqu'un qui avait vu chaque mensonge avant qu'il ne soit prononcé. Je me suis assis à notre table, le cœur battant alors que l'avocat de Belle, Nankirk, se levait et commençait ce qui ressemblait à une pièce de théâtre bien répétée. « Votre honneur » commença-t-elle, d'une voix douce comme de la soie. Il ne s'agit pas d'un père qui se voit refuser le droit de visite à son enfant. Il s'agit du cas d'une enfant prise entre une réalité et une fiction, nourrie par un homme qui refuse de cohabiter d'une manière stable et psychologiquement saine. J'avais envie de rire, mais ça n'avait rien de drôle. Les fictions c'était riche.
Monsieur Grant, elle a continué à me faire des gestes sans me regarder, a des antécédents documentés d'instabilité émotionnelle. Nous avons des SMS datant de tard dans la nuit dans lesquels il exprime sa paranoïa à propos des intentions de la mère. Il l'a ouvertement accusée de manipulation, d'empoisonnement de l'esprit de l'enfant. Tout cela n'est ni prouvé ni fondé. Le pire, c'est qu'il dit ces choses là où ils appelaient. Entendre. Il la confond, déformant sa perception. Elle a montré une capture d'écran imprimée de mon texte. Ah Rosa. Elle tourne Isa contre moi. Je le vois dans ses yeux. Puis elle a regardé le juge. Cela ne concerne pas votre honneur, c'est une projection. L'air dans la pièce s'est épaissi. Simon était calme, contrôlé. Votre honneur, ces textes ont été envoyés pendant une période émotionnellement vulnérable dans la vie de mon client. Belle se tenait ensuite, posée comme une reine à la cour. Sa voix était ferme et douce. Je n'ai jamais voulu en arriver là. Je voulais élever notre fille en harmonie, mais son comportement a rendu cela impossible. Il pose à Isa des questions subtiles, destinées à la faire douter de moi. Il la laisse manger du sucre pour le dîner et regarder des dessins animés violents. Je ne dis pas qu'il ne l'aime pas. Je dis qu'il ne sait pas ce qui est le mieux pour elle. Elle posa une main délicate sur sa poitrine, comme une mère chargée de faire le bien. Puis sont venus les mots qui résonnent encore dans mon crâne, je veux la garde complète d'Isa, la stabilité pour sa santé mentale. Je veux qu'elle grandisse avec structure et clarté, et non dans la confusion. Le juge hocha la tête. Monsieur Grant, souhaitez-vous répondre? Je me levai, mais ma gorge se serra. Je m'étais préparé à cela. J'avais des notes, une déclaration, tout était prêt, mais rien n'aurait pu me préparer à voir Isla dans la galerie, Small assise à côté de Rosa, les pieds pendants sur le banc, les yeux rivés sur les miens, je ne pouvais pas parler. Les mots se sont évaporés pendant une seconde. Je pensais que j'avais échoué. Mais alors Ala se leva. Elle glissa du banc en tenant lentement quelque chose à deux mains, sa tablette scolaire, son étui rose décoré d'autocollants papillons décolorés. Rosa essaya de la retenir, mais Isa murmura quelque chose et elle la lâcha. La pièce entière la regarda se diriger vers le banc avec cette tablette. Comme s'il était en verre. Elle s'arrêta devant le juge Harmon, la voix tremblante mais claire. Votre honneur. Dit-elle. J'ai apporté une vidéo du téléphone de maman. Je pense que tu devrais le voir. Des halètements dispersés dans la pièce. Belle se raidit, Curtis regardant de dos. Pald, le juge cligna des yeux. Vous avez apporté une vidéo. Ala hocha la tête et offrit la tablette. Je ne voulais pas fouiner, mais maman criait un soir alors qu'elle pensait que je dormais. Je l'ai enregistrée parce que je ne savais pas quoi faire. Elle a dit des trucs. Je ne savais pas si ça allait. Savez-vous comment accéder à l'enregistrement? A demandé le juge. Ala hocha de nouveau la tête. C'est juste ici. Je l'ai nommé la promesse de maman. Le juge Harmon se pencha en avant et fit signe à l'huissier, apportez-le ici. L'avocat de Belle se leva brusquement, objection. C'est votre honneur. Nous ne connaissons pas le contexte. Le juge a levé la main. Conseil, je vais déterminer le contexte. La vidéo a commencé à jouer. La voix de Belle remplit la pièce, indubitable et cruelle. Si ce juge le considère comme dangereux, il est plus facile de gagner. Il va se coucher. Il le fait toujours. Puis le rire. Curtis intervient, dit simplement qu'il est instable. Utilisez les textes, en faire. Fait dire à Isa qu'elle a peur. Quel juge n'accepterait pas cela? Puis Belle encore, basse et aiguë, je l'écraserai. Et si elle pleure, et alors? Elle s'en remettra. Les enfants rebondissent. La salle d'audience s'est figée. Le juge a mis la vidéo sur pause, les lèvres serrées, je ne pouvais pas bouger, je pouvais à peine respirer. Mais quand j'ai regardé Belle pour la première fois depuis très longtemps, j'ai vu de la peur. Et quand j'ai regardé Isla, j'ai vu une force, minuscule, tremblante, mais inébranlable. Le silence dans la salle d'audience après l'arrêt de la vidéo était comme se tenir au bord d'une falaise. Une mauvaise respiration, un son mal placé et tout ombrait. La juge Harmon ne parla pas pendant plusieurs longues secondes. Son regard était fixé sur l'écran même après la tombée de la nuit. Ses doigts, longs et fermes, tapaient légèrement contre le banc à un rythme lent. Riel restait figé à sa table, son masque d'assurance se brisant sur les bords.
Ses mains tremblaient légèrement et ses yeux se tournaient entre le juge, la tablette et notre fille. Isa était toujours debout devant, tenant la tablette à deux mains, les épaules carrées d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, pas même lorsqu'elle avait peur du noir, pas même lorsqu'elle avait de la fièvre et pleurait pour moi au milieu de la nuit. C'était tout autre chose. C'était du courage à l'état brut. La voix du juge Harmon brisa finalement le silence. « Miss Isa, merci. C'est une chose très courageuse que vous avez faite. » Isa cligna des yeux. Je ne voulais blesser personne, je ne savais tout simplement plus qui disait la vérité. Je pensais que si tu l'entendais, tu le saurais. L'avocat de Belle a repris le dessus. Votre honneur, il s'agit d'une vidéo enregistrée illégalement par un mineur. Le juge tourna la tête, la faisant lentement taire d'un regard. Conseiller, asseyez-vous. Nous aborderons la question de l'admissibilité sous peu. Pour l'instant, nous allons procéder. Simon se pencha vers moi, son murmure à peine audible. Elle a juste tout changé. Je ne pouvais pas arrêter de regarder Isla. Il y avait quelque chose de sacré dans sa façon de se tenir debout, comme si la vérité avait trouvé un vaisseau et refusait de rester silencieuse. Belle fit un pas lent en avant. Isa, chérie. Le juge Harmon leva une main ferme, Miss Dorsey, asseyez-vous. Mais elle, lui ai-je dit, assieds-toi. La bouche de Belle se ferma brusquement. Elle s'abaissa sur le banc, mais ses yeux avaient bougé. Fini le vernis calme. À sa place, la panique enveloppée dans des excuses de mauvaise qualité. Le juge se tourna vers Isla. Pouvez-vous me dire comment vous avez trouvé cette vidéo? Isa m'a regardé, puis de nouveau vers le juge. Maman parlait à Curtis. J'étais dans ma chambre mais ils étaient bruyants. J'ai entendu mon nom. J'ai donc pris ma tablette et utilisé l'enregistreur vocal. Sa voix se brisa légèrement. J'ai fait semblant de dormir. Et pourquoi l'as-tu amenée ici aujourd'hui? Isa hésita, les yeux brillants, car tout le monde n'arrête pas de dire des choses et elles ne correspondent pas. Papa ne dit jamais de choses méchantes sur maman, mais elle dit toujours que papa ment. Je ne savais pas qui croire. Mais ensuite j'ai entendu ça. Elle serra plus fort la tablette et je pensais que ce n'était peut-être pas juste. Peut-être que quelqu'un d'autre devrait l'entendre aussi. Je n'ai pas réalisé que je pleurais jusqu'à ce qu'une larme tombe sur le revers de ma manche. Je l'ai essuyée rapidement, mais la brûlure est restée dans ma gorge. Le juge fit signe à l'huissier, veuillez reconduire Miss Isa à son siège. Elle baissa les yeux sur la fille. Vous avez fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, peu importe ce qui se passe dans cette salle d'audience, je veux que vous le sachiez. Isa hocha solennellement la tête et revint, sa petite main glissant dans celle de ma mère. Rosa embrassa le haut de sa tête et la tira plus près, la protégeant comme le lion qu'elle était. La juge Harmon se redressa sur sa chaise et fixa son regard sur Belle. Miss Dorsey, souhaitez-vous réagir au contenu de cet enregistrement? Réelle avait les mains tremblantes, la voix tremblante. Cette vidéo, elle a été prise hors de son contexte. Je m'évacuais, c'était une conversation privée, j'étais stressé. Je ne voulais pas dire, mais vous l'avez dit, a déclaré le juge, d'une voix d'acier. Vous avez parlé du père de votre enfant comme de quelqu'un que vous aviez l'intention d'écraser au tribunal. Vous avez encouragé la tromperie. Vous vous êtes moqué de l'attachement de votre fille à son égard. Les larmes sont montées aux yeux de Belle. J'étais en colère. Je ne pensais pas que Curtis me poussait. Je ne savais pas Isla pouvait nous entendre. Cela, a répondu le juge, fait partie du problème. Votre fille ne devrait pas avoir à se protéger des personnes qui l'élèvent. L'avocat de Belle s'est levé à nouveau. Votre honneur, je demande respectueusement une pause pour examiner ces preuves et soumettre mes objections. Le juge Harmon a dit catégoriquement, eh bien, allez de l'avant avec une révision d'urgence des modalités de garde. À effet immédiat, j'ai senti l'air revenir dans mes poumons comme un homme sortant des eaux profondes. L'oppression dans ma poitrine a cédé la place à quelque chose d'autre, de plus léger, mais je n'ai pas encore pu sourire. Mademoiselle Dorsey, vous devez subir une évaluation psychologique ordonnée par le tribunal. Monsieur Curtis, Madison ne doit avoir aucune relation avec l'enfant jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que tu comprends? Belle avait l'air sur le point de s'effondrer. C'est son beau-père. Il n'est pas légalement marié à toi. Il ne détient aucun droit parental. Ce tribunal ne permettra à aucun adulte de manipuler ou de mettre émotionnellement en danger un mineur. Là, c'était la vérité dite à haute voix en public.
Là où cela comptait, le juge s'est levé. Nous nous reverrons dans 3 semaines pour une décision finale. D'ici là, cette ordonnance reste pleinement en vigueur. L'audience est ajournée. Le marteau est tombé. Cela ressemblait à du tonnerre. Je me suis tenu lentement immobile en quelques jours. Mes jambes étaient instables. Isa a couru vers moi, tablette oubliée, les bras écartés. Je me suis agenouillé et je l'ai attrapée en plein vol. Elle enfouit son visage dans ma poitrine et murmura, « Je ne voulais pas rendre les choses compliquées. » J'ai embrassé le haut de sa tête. « Vous ne l'avez pas fait. Vous avez dit la vérité. Ce n'est jamais compliqué, pas vraiment. » Rosa tendit la main et toucha mon épaule. « La vérité marche sur ses propres jambes. » Murmura-t-elle. Et aujourd'hui, elle est arrivée avec des chaussures roses et un étui papillon. J'ai regardé Isla, ses bras étroitement enroulés autour de mon cou. Elle nous avait sauvés, non pas en criant, ni en colère, mais avec une voix trop petite pour une salle d'audience, et pourtant assez forte pour briser tout ce qu'ils disent. Les gens se révèlent en crise, les masques glissent, les facettes se fissurent et ce qu'il y a en dessous se montre brut et non filtré. Je n'avais jamais vu Belle s'effondrer en public auparavant, mais ce jour-là, après que le juge ait frappé le marteau et que la salle d'audience ait commencé à se vider, elle a craqué. Cela a commencé avec des larmes, de gros sanglots dramatiques qui semblaient trop répétés pour être réels. Elle n'a pas pleuré quand elle a perdu la garde. Elle a pleuré lorsque la galerie s'est dégagée et que les caméras, métaphoriques ou non, ont cessé de clignoter. Curtis approcha sa main sur son bras. Elle recula, la voix brisée. « C'est ta faute. Tu m'as dit de le dire. » Il haussa les sourcils, les mains levées en signe d'innocence. « C'est toi qui l'as dit. Ne commencez pas à réécrire le script maintenant. » Son avocat a essayé de s'interposer entre eux, chuchotant avec urgence, mais le mal était déjà fait et la juge Harmon était toujours en train de préparer ses dossiers sur le banc, écoutant silencieusement. Simon et moi sommes restés silencieux, laissant les décombres se dérouler dans la salle d'audience comme la fin d'une pièce de théâtre. Personne n'a applaudi. Isa était assise à côté de Rosa, les mains sous les cuisses, ses yeux scrutant le chaos avec le calme étrange de quelqu'un bien trop jeune pour tout comprendre, mais assez sage pour savoir que cela comptait. Belle se tourna finalement vers le juge, essayant de remettre le masque sur son visage. « Votre honneur, je dois vous expliquer. » Le juge Harmon n'a même pas levé les yeux. « Miss Dorsey, ce n'est pas le moment. Votre évaluation est prévue pour jeudi. Je vous suggère de concentrer votre énergie là-dessus. » L'avocat de Belle a tenté une dernière fois de reprendre le contrôle. « Nous avons l'intention de déposer une requête pour supprimer l'audio au motif qu'il a été enregistré sans consentement. » La juge a emballé le dernier de ses dossiers et a levé les yeux, calme mais inflexible. « Vous pouvez déposer toutes les requêtes que vous voulez, conseiller, mais vous et moi savons tous les deux que l'audio n'est pas la seule chose qui a pris ma décision aujourd'hui. » Puis, avec un regard pointu vers Belle, elle a ajouté, « Les enfants ne devraient pas être témoins de leur propre traumatisme. » Cette phrase me trottait dans la tête pendant des jours. Nous sommes partis rapidement. Rosa enfila Isla dans son manteau et lui tint la main comme un bouclier. Simon s'approcha subtilement, son corps me bloquant de Belle et Curtis qui suivaient quelques pas derrière, enfermés dans leur propre dispute silencieuse. Alors que nous atteignions le hall, la voix de Belle retentit. « Tu l'as manipulé, Elia. Tu l'as retourné contre moi. Vous lui avez donné ses idées. » Je me tournai lentement, délibérément. Ma voix n'a pas tremblé. « Non, Belle, tu as fait ça toi-même. Je ne l'ai simplement pas empêché de le voir. » Elle fit un pas en avant, les yeux fous. « Maintenant tu penses que tu as gagné. Ce n'est pas fini. Tu m'as fait ressembler à un monstre. » Simon s'est interposé entre nous. « Ne faisons pas ça ici. » Mais Isa a tiré sur ma manche et a regardé sa mère. « Tu as dit que tu ne dirais plus jamais de mauvaises choses à propos de papa. C'est ce que tu as dit à Curtis au téléphone quand j'étais dans la salle de bain. » Belle figea son visage, blanchi, les lèvres entr'ouvertes dans un bégaiement muet. Curtis se détourna. Rosa serra plus fort la main d'Isa. « Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Nous sommes sortis du palais de justice sous le soleil de l'après-midi. Il ne faisait pas encore chaud, le printemps flirtait encore avec l'hiver, mais l'air était plus clair que je ne m'en souvenais depuis des semaines. Nous sommes rentrés chez nous en silence pendant les 5 premières minutes avant qu'Isla ne demande « Est-ce que je verrai encore maman ?»
Oui, dis-je doucement, mais seulement dans un endroit sûr, avec quelqu'un de gentil qui me surveillait. C'est comme ça que ça doit être pour le moment. Elle ne répondit pas, se contenta de regarder par la fenêtre et hocha la tête. Lorsque nous sommes arrivés dans notre allée, Isa s'est penchée en avant entre les sièges. Ai-je fait quelque chose de mal, papa? Non, dis-je en me tournant sur mon siège pour lui faire complètement face. Vous avez fait quelque chose de très, très courageux. Vous avez dit la vérité, et la vérité ne vous rend jamais mauvais. Mais maman avait l'air vraiment en colère. Et si elle restait folle pour toujours? J'ai tendu la main et j'ai écarté ses cheveux de son front. Alors c'est son choix, pas le vôtre. Votre travail n'est pas de réparer ses sentiments. Votre travail est d'être un enfant, de se sentir en sécurité, d'être aimé. C'est ça. Elle hocha lentement la tête, mais je pouvais voir le poids qui pesait toujours sur ses petites épaules. Le traumatisme ne disparaît pas dès qu'on y croit. Il s'attarde, se détend lentement et seulement en présence de l'amour et du temps. À l'intérieur, Rosa avait déjà réchauffé la soupe et mis la table. Isa se dirigea directement vers le canapé et se blottit avec son carnet de croquis. Je la laissai dessiner pendant que je parlais doucement avec ma mère. Elle tient le coup mieux que moi, dis-je, la voix cassante. C'est parce qu'elle te croit maintenant, dit Rosa. La croyance est une chose puissante, surtout lorsqu'elle est utilisée contre vous depuis si longtemps. J'ai passé une main sur mon visage. Pensez-vous que le tribunal tiendra réellement Belle pour responsable? Elle devra répondre à elle-même bien avant de répondre au tribunal, a déclaré simplement Rosa. Plus tard dans la soirée, pendant qu'Isla dormait dans sa chambre, je me suis assis à la table à manger avec Simon. Il était resté sur place pour m'aider à organiser les prochaines étapes, la paperasse, les audiences de suivi, les séances de conseil d'urgence qui seraient désormais nécessaires pour Belle. Je ne l'ai pas élevée. Je n'ai pas peur, parce que la vérité n'était plus cachée. Elle était dans l'air, dans la voix d'Isa, dans la décision du juge. Et alors que je regardais à travers la pièce pour voir ma fille paisiblement endormie, les bras autour d'un renard en peluche, je savais que nous ne nous battions plus dans l'ombre, nous nous tenions dans la lumière. Le lendemain de la décision du tribunal, la maison était plus calme que d'habitude, non pas de cette manière lourde et anxieuse qu'elle était auparavant, mais dans le genre de calme qui suit une tempête, comme si les murs eux-mêmes avaient pris une profonde inspiration et expiraient maintenant doucement. Je me suis réveillé tôt le matin, la lumière filant à travers les stores et les rayures pâles, et pendant un moment je suis resté là à écouter. Pas de rendez-vous d'audience, pas de paperasse à rendre avant midi, pas de courriels urgents de Simon, juste la lenteur de la vie. Isa dormait toujours dans sa chambre. Je suis entré tranquillement, faisant attention de ne pas la réveiller. Elle était recroquevillée sur le côté, son carnet de croquis serré contre sa poitrine comme un bouclier. Sa respiration était régulière, paisible. Je ne l'avais pas vue dormir ainsi depuis des semaines. En bas, Rosa était déjà dans la cuisine. L'odeur de la cannelle emplissait l'air. Elle n'a pas dit grand-chose, elle m'a juste tendu une tasse de café et m'a tapoté l'épaule pendant qu'elle remuait une casserole sur la cuisinière. C'était comme si quelque chose de sacré était revenu. Pas de célébration, pas encore, mais la paix, celle qui ne vient pas d'une victoire judiciaire, mais du fait de savoir que votre enfant est enfin en sécurité. Lorsqu'Isa se réveilla 1 heure plus tard, elle entra tranquillement dans la cuisine, toujours en pyjama. Rosa sourit et ouvrit les bras, et Isa s'approcha d'elle sans hésitation. Je les ai regardés s'embrasser pendant un long moment avant qu'Isla ne vienne vers moi et n'enroule ses bras autour de ma taille. Elle n'a rien dit, ce n'était pas nécessaire. Après le petit déjeuner, nous nous sommes assis ensemble à la table de la cuisine, tous les trois. Rosa avait préparé le plat préféré d'Isa, des plantains sucrés avec des œufs et du pain grillé coupé en étoiles. Isa mangeait lentement sa nourriture, comme si son corps rattrapait encore le changement de notre réalité. Au milieu du repas, elle m'a regardé et m'a dit, « Pouvons-nous refaire le pot de questions ?» J'ai cligné des yeux, surpris. Je ne l'avais pas entendu en parler depuis cette nuit-là. J'ai glissé un mot sous son oreiller. « Ouais, dis-je, la gorge nouée. » Bien sûr que nous pouvons. Nous avons sorti le cahier rouge dans le vieux bocal en verre du placard du hall. C'était poussiéreux mais entier. Isa tendit la main et en sortit un des feuillets, un qu'elle avait dû écrire il y a des mois. Elle le déplia lentement. Et si la vérité blesse quelqu'un, elle l'a lu à haute voix, puis m'a regardé. J'ai avalé difficilement. Parfois, c'est le cas, dis-je. Mais le silence fait plus mal et la vérité, rend la guérison possible.
Isa hocha lentement la tête. C'est ce que je pensais. Puis elle prit un crayon sur la table et dessina une image au dos du billet, 3 mains, la sienne, la mienne et des roses tenant un cœur au milieu. Dans son cœur, elle a écrit « La vérité est en sécurité ». J'ai tourné la tête pour qu'elle ne voie pas les larmes couler. Je ne pleurais pas parce que j'étais brisé. Je pleurais parce que quelque chose en moi avait enfin commencé à se réparer. Cet après-midi-là, Isa s'est retirée dans le salon avec son carnet de croquis tandis que Rosa et moi étions assis tranquillement à proximité. Elle a dessiné pendant des heures, des pages et des arbres aux racines profondes, des gens tenant des lanternes dans les nuages sombres avec des visages soufflant du vent vers le soleil. Son imagination avait toujours été vive, mais là, c'était différent. Il y avait de l'espoir dans ses mouvements, maintenant de la chaleur. À un moment donné, elle a collé un dessin sur le réfrigérateur. Je n'avais même pas remarqué qu'elle l'avait fait jusqu'à ce que Rosa le fasse remarquer. Il représentait une petite fille vêtue d'un imperméable jaune debout devant une tempête. Derrière elle se trouvaient 2 personnages lui tenant la main. Dans le ciel, là où se trouvait autrefois la tempête, les nuages se séparaient et la lumière coulait à travers le dessous. Isa avait écrit en gros caractères au crayon « La tempête est passée parce que quelqu'un a parlé ». Cette nuit-là, pendant qu'elle se brossait les dents, je me suis assis sur son lit et j'ai regardé autour de sa chambre. C'était rempli de signes discrets de guérison. Un animal en peluche qu'elle n'avait pas touché depuis des semaines maintenant niché dans son oreiller, un dessin scotché sur sa lampe, son carnet de croquis laissé ouvert sans surveillance. Quand elle s'est couchée, j'ai remonté la couverture jusqu'à son menton. Mais tu étais incroyable dans cette salle d'audience, Isa. Elle cligna des yeux. Je m'élargis soudain. Avais-tu peur? Je souris. Eus plus peur que jamais, encore plus que lorsque j'avais cette fièvre et que je vomissais partout dans les escaliers. Bien plus, dis-je en riant doucement. Mais tu m'as rendu courageux. Tu n'as pas seulement parlé pour toi, tu as parlé pour nous deux. Elle resta silencieuse un moment, puis dit, j'avais peur aussi, mais quand j'ai vu que tu ne pouvais pas parler, j'ai pensé que je devais peut-être le faire, comme si j'étais la seule à le pouvoir. J'ai pris sa main doucement, tu n'aurais pas dû avoir à le faire. Ce n'était pas juste. Je ne voulais pas causer d'ennui à maman, murmura-t-elle. Je sais, j'ai dit, et ça rend ton cœur encore plus courageux. Elle s'est déplacée sous la couverture. Le test, la ligne qui séparait la parentalité de la vengeance. Non, j'ai dit simplement, je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait. Je vais te protéger, et cela signifie en partie ne pas te transformer en une arme. Tu n'es pas là pour porter un salaire d'adulte. Isa a souri légèrement, le genre de sourire qui vient avec la compréhension, pas seulement avec le réconfort. Elle a serré son renard en peluche dans ses bras et a dit, j'avais peur, mais je ne l'ai plus. Alors que je sortais, Rosa attendait dans le couloir. Elle porte moins ce soir, dit-elle doucement. Elle en a porté trop pendant trop longtemps, murmurai-je. Rosa hocha la tête, toi aussi. Nous nous sommes ensuite assis ensemble dans le salon. Pas de télé, pas de bruit, juste du calme, mais pas celui qui étouffe, celui qui guérit. Dans ce silence, j'ai commencé à réaliser ce qu'Isla avait réellement fait. Elle ne s'était pas seulement sauvée, elle m'avait sauvé aussi. 3 semaines se sont écoulées et pendant ce temps, notre maison est devenue quelque chose que je n'avais pas réalisé. Nous avions perdu Steady, le genre de stabilité qui faisait qu'Isa ne bronchait plus lorsque le téléphone sonnait, le genre où je pouvais réellement quitter la pièce sans que ses yeux ne me suivent avec une inquiétude silencieuse. Elle recommença à fredonner pendant qu'elle se brossait les cheveux. Elle a commencé à demander si nous pouvions visiter le parc après l'école. Elle a même ri une fois dans son sommeil. J'avais oublié à quel point ce son pouvait être léger dans ma poitrine. Mais l'audience finale est apparue comme une ombre au fond de mon esprit. À midi. C'était prévu pour vendredi matin. Et malgré l'ordonnance de garde provisoire en notre faveur, je savais que rien n'était gravé dans le marbre, le tribunal aux affaires familiales n'a pas travaillé en matière de garantie. Et Belle ? Elle était restée silencieuse depuis la dernière séance, trop silencieuse, ce qui signifiait qu'elle préparait quelque chose. Simon et moi nous sommes rencontrés 2 fois avant l'audience. Il est venu la nuit précédente avec un dossier rempli de documentation, les dossiers de fréquentation scolaire d'Isa, ses notes récentes de thérapeute, ses dessins. Il a même imprimé des citations de son conseiller scolaire qui a noté qu'Isla semblait plus confiante et plus ouverte ces dernières semaines. Elle s'épanouit sous vos soins. Elia Simon a déclaré, je sais que cela a été brutal,
mais nous avons les preuves et nous avons la voix d'Isa dans le dossier. Ce juge ne va pas prétendre que la vidéo n'a jamais eu lieu. Pourtant, je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé dans mon lit, regardant le plafond, comptant chaque respiration comme si cela pouvait m'ancrer. Vers 2 heures du matin, je me suis levé et j'ai vérifié Isla. Elle était de nouveau recroquevillée avec son renard. Ses cheveux tombaient sur son oreiller. La lueur dans les étoiles sombres. Nous nous sommes collés au plafond quand elle avait 5 ans, brillant encore faiblement au-dessus d'elle. Je suis resté longtemps devant sa porte à lui chuchoter des promesses. Je n'avais pas parlé à voix haute. Quoi qu'il arrive demain, je veillerai à votre sécurité. Je continuerai à me présenter. Vous ne porterez plus jamais ce poids seul. Le matin arriva comme une lente rampe à travers le ciment mouillé. Nous nous sommes habillés en silence. Isa portait la robe bleue. Elle en choisit une avec des boutons jaunes et un petit cœur cousu près du col. Rosa a préparé un sac de collation pour la suite, juste au cas où, a-t-elle dit, mais je pouvais dire qu'elle essayait de garder ses mains occupées pour éviter de faire les 100 pas au palais de justice. Belle était déjà à l'intérieur. Cette fois, elle avait l'air différente. Elle n'était pas habillée comme une publicité dans un magazine. Son maquillage était minimal, pas de Curtis, pas de confiance en soi. Son expression était tendue, sa mâchoire serrée. Mais quand elle a levé les yeux et a vu Isa marcher en me tenant la main, son visage a changé pendant un instant. Elle ressemblait à quelqu'un qui essayait de se rappeler comment être mère. Nous nous sommes assis à nos places habituelles. Le juge Harmon est entré. Jamais de bêtises. Sa robe bruissait alors qu'elle prenait place. Puis l'employé lut le numéro du dossier, audience finale pour la garde. Dorsey contre Grande Simon se tenait en premier, calme direct. Il a commencé par résumer les conclusions provisoires du tribunal dans le cadre de l'évaluation psychologique subie par Bell. Il a remis au juge une enveloppe scellée. « Votre honneur, dit-il. Le psychologue nommé par le tribunal a trouvé plusieurs indicateurs significatifs de comportement manipulateur, de volatilité émotionnelle et d'une tendance à utiliser la garde partagée comme moyen de contrôle. Je pense que l'évaluation parle d'elle-même, mais je serais heureux de résumer les principales conclusions si nécessaire. » La juge n'a pas levé les yeux pendant qu'elle lisait. Ses yeux parcouraient la page comme un métronome. Belle restait assise, sans interrompre ni réagir. Lorsque la juge a finalement levé les yeux, ses yeux ont d'abord rencontré les miens, puis Isis. « Mademoiselle Isa, merci d'être ici. Vous n'êtes pas obligée de parler aujourd'hui et je ne vous le demanderai pas, mais je veux que vous sachiez que votre voix a déjà été entendue. » Isa fit un petit signe de tête, puis baissa les yeux sur ses genoux. Rosa posa une main réconfortante sur son dos. Puis le juge se tourna vers Belle. « Mademoiselle Dorsey, voudriez-vous faire une déclaration avant que je rende ma décision ?» Belle se leva. Sa voix était calme mais ferme. « J'ai fait des erreurs, dit-elle. Je pensais que je protégeais ma fille. Je pensais faire ce qu'il y avait de mieux, mais je vois maintenant que... J'étais en colère. J'ai laissé cette colère colorer tout. Je ne m'attends pas à un pardon aujourd'hui, mais je veux que le tribunal sache que je comprends le préjudice que j'ai causé. » Son avocat avait l'air stupéfait. De toute évidence, cela n'a pas été répété. « J'adore Isla, » ajouta Belle, la voix cassante. « Mais je vois maintenant que l'amour ne veut pas dire contrôle et je vois qu'elle est en sécurité avec Elia. Il a toujours été stable, même quand je ne l'étais pas. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti un morceau de ma garde se relâcher. Juste un morceau. » Le juge resta assis tranquillement pendant un moment, comme s'il pesait le poids du silence avant de parler. Cette affaire a été l'une des plus difficiles que j'ai jamais vues, non pas en raison de sa complexité juridique, mais en raison de sa profondeur émotionnelle. Une enfant au centre de tout cela a choisi de dire sa vérité. Cela seul a du poids. Elle croisa les mains. Avec effet immédiat, Elia Grant obtient la garde légale et physique complète d'Isla Grant. Ms Dorsey aura droit à des visites supervisées 2 fois par mois dans un centre de conseil familial désigné par le tribunal, avec la possibilité de demander une visite élargie après 6 mois d'examen réussi. Il n'y a eu ni applaudissement, ni acclamation, juste une respiration, la mienne, tremblante et profonde. L'audience est ajournée. Je ne me suis pas levé tout de suite, j'ai juste regardé Isla. Ses yeux étaient écarquillés, scintillants, mais pas de peur, mais de soulagement. Nous sommes sortis ensemble, nous 3, moi, Isa Rosa,
Simon, sommes restés derrière pour emballer les dossiers avec un signe de tête satisfait. Dehors, le soleil était au rendez-vous, chaud cette fois, une vraie chaleur. Isla m'a regardé et m'a dit, « Est-ce que ça veut dire que nous allons vraiment bien maintenant ?» Je me suis penché et je l'ai embrassé sur le front. « Cela signifie que nous pouvons commencer à guérir pour de vrai, sourit-elle. Où pouvons-nous avoir des milkshakes ? J'ai ri pour la première fois depuis des mois. Nous pouvons avoir des milkshakes, nous pouvons avoir n'importe quoi. Nous avons descendu les marches du palais de justice comme si nous sortions d'une cage et sortions en plein air. Je n'étais pas un homme qui gagnait. J'étais un père qui a survécu. Et plus encore, j'étais un père dont la fille le voyait clairement et choisissait de croire en lui. Isa a choisi le restaurant. Pas n'importe quel restaurant, notre restaurant, celui avec les bottes rouges délavées dans le jukebox dans le coin qui jouait encore des chansons des années 8. Ce n'était ni luxueux ni nouveau, mais c'était familier, réconfortant comme seuls les endroits de l'enfance peuvent l'être. Dès que nous sommes entrés, l'hôtesse a souri, nous reconnaissant grâce à notre petit déjeuner du week-end qui s'était évanoui pendant le chaos des rendez-vous au tribunal et des échanges de garde. Isa se précipita et se glissa dans son stand préféré près de la fenêtre. Rosa la suivit, se glissant à côté d'elle, et je m'assis en face d'eux, dos à la porte, ayant l'impression que pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas à la regarder. La serveuse nous a apporté 3 milkshakes, vanille pour Isla, chocolat pour moi et fraises pour Rosa. Isa but une grande gorgée puis soupira joyeusement, « Ça me manque », dit-elle. J'ai souri, moi aussi. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, un relâchement dans ses épaules. Elle ne scrutait pas la pièce, elle ne se rongeait pas les ongles ni ne tournait nerveusement ses cheveux. Elle était juste là à ce moment-là, âgée de 8 ans, riant entre des gorgées de milkshake et fredonnant la chanson jouée doucement par le jukebox. Rosa tendit la main par-dessus la table et me serra la main. « Vous l'avez fait. » Je secouai la tête. « Nous l'avons fait, nous tous, non. » Le dit fermement Rosa. « Tu as tenu le cap, Elia. Vous êtes resté stable quand tout essayait de vous déchirer, et grâce à ça, votre fille peut à nouveau respirer. » Isa attrapa un crayon et le menu pour enfants. Elle commença à dessiner quelque chose dans la section des puzzles vierges. Je ne pouvais pas encore le voir, mais sa langue sortait du côté de sa bouche comme elle le faisait toujours lorsqu'elle était concentrée. Cette petite habitude m'avait toujours fait sourire. La nourriture est arrivée, des crêpes et des œufs, comme au bon vieux temps, et nous avons mangé dans un silence paisible. J'ai réalisé que je mâchais plus lentement, que je goûtais à tout, que je ne pelletais pas de nourriture comme je l'avais fait pendant les mois de stress. Mon corps n'était plus en mode combat ou vol. C'était réapprendre progressivement à quoi ressemblait la sécurité. Cette nuit-là, à la maison, Isa s'est endormie avec ses bras enroulés autour de son carnet de croquis au lieu de son renard. Je l'ai pris doucement pour ne pas forcer, juste pour l'empêcher de se froisser sous elle. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil à la dernière page qu'elle avait dessinée. C'était un arbre, fort, grand, avec des racines tirées et des boucles épaisses et sinueuses profondément enfoncées dans le sol. Au-dessus de l'arbre, 3 bonhommes allumettes se tenaient la main sous les branches. L'un d'eux avait un cœur dessiné au milieu de sa poitrine, un autre avait des cheveux blancs en rosa, sans aucun doute, et entre eux se tenait une silhouette plus petite, les bras largement tendus. Isa. Elle avait écrit dessus, « Nous sommes ancrés, nous grandissons. » Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. Je restais là tranquillement, laissant la chaleur s'installer sur moi comme une couverture, fraîchement sortie du sèche-linge. Le lendemain matin, quelque chose a encore changé. Je me suis réveillé et je n'ai pas immédiatement vérifié mes emails. Je n'ai pas fait défiler le texte à la recherche de mise à jour de Simon. Au lieu de cela, j'ai préparé le petit déjeuner, un vrai petit déjeuner. J'ai coupé des fruits, des œufs brouillés et même de la crème fouettée pour les gaufres. Isa entra dans la cuisine et cligna des yeux comme si elle n'était pas sûre de rêver. « Ça va, papa ?» a-t-elle demandé. « Je vais mieux que bien, dis-je. J'apprends à nouveau à aller bien. » Elle monta sur le tabouret et posa sa tête sur sa main. « Tu as l'air moins fatigué. »« Je me sens moins fatigué. Pouvons-nous faire quelque chose d'amusant aujourd'hui ? » « Tout ce que tu veux, » réfléchit-elle un instant. « Pouvons-nous aller à la librairie et lire dans les fauteuils poires ? » Mon cœur s'est gonflé. Absolument. À la librairie, elle a choisi un roman graphique, puis s'est recroquevillée sur le pouf vert vif près de la fenêtre du coin. J'ai aussi attrapé un livre, même si je l'ai à peine lu. J'ai continué à regarder son contenu, présent vivant,
et le genre de paix que nous n'avions pas eu depuis si longtemps. Cette semaine-là, j'ai programmé une thérapie pour moi-même. Non pas parce que j'étais brisé, mais parce que je voulais continuer à grandir, apprendre à gérer le chagrin causé par le fait d'être énervé, par le fait que mon amour soit remis en question, que ma stabilité soit mise à mal. Maintenant, je veux juste découvrir qui je suis vraiment. Elle a hoché la tête, a écrit quelque chose, puis a demandé « Et qui pensez-vous que c'est ?» J'y ai réfléchi longtemps avant de répondre « Je suis père ». C'est la seule chose dont je suis sûr, et peut-être que c'est suffisant pour construire. De retour à la maison, les croquis d'Ala ont également commencé à changer, moins de cages, moins de nuages, plus de jardins, plus d'étoiles. Je l'ai embrassé sur le front et j'ai murmuré, à chaque fois, il ne se laisse pas arrêter par la peur. Elle hocha lentement la tête, bien, alors nous sommes tous les deux courageux. Et nous ne l'avons pas été parce que nous nous sommes battus, mais parce que nous n'avons jamais renoncé à être honnêtes, parce que nous avons choisi l'amour plutôt que l'amertume, la clarté plutôt que la confusion et la paix plutôt que le contrôle. Alors que j'éteignais la lumière et fermais sa porte derrière moi, je restais là dans le couloir quelques secondes de plus que d'habitude, non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'étais enfin vraiment libre de rester immobile. Je n'aurais jamais imaginé raconter notre histoire à voix haute. Pendant si longtemps, je l'ai considérée comme une blessure à protéger, quelque chose de trop privé, de trop brut, de trop complexe à partager, au-delà des conversations chuchotées avec des amis proches ou des remerciements marmonnés au tribunal. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, j'ai l'impression que l'acte même de raconter fait partie de la guérison et, plus que cela, c'est un hommage à la seule personne qui a eu le courage de parler alors que nous étions tous restés silencieux. Isa nous a sauvés, non pas en criant, non pas en se révoltant, mais avec une voix qui tremblait à peine et une vérité si pure qu'elle transperçait chaque mensonge raffiné et toute tromperie calculée. Je me suis assis à mon bureau tard dans la soirée après qu'elle se soit endormie et j'ai ouvert un document vierge. Le curseur cligna des yeux comme s'il me mettait au défi de commencer. J'ai respiré, j'ai fermé les yeux et j'ai tapé les premiers mots. C'est l'histoire d'une fillette de 8 ans qui a tout changé. J'ai écrit pendant des heures, pas par vengeance, ni pour traîner Belle dans la boue. Ce chapitre était clos. Elle était désormais confinée à des visites surveillées. Son image n'est plus façonnée par des publications sur les réseaux sociaux ou des tenues soigneusement coordonnées. Son charme s'était estompé devant la dure lumière de la cour. Mais il ne s'agissait pas d'elle. Il s'agissait d'une guerre tranquille qui se déroule derrière trop de portes closes. Des parents qui sont licenciés parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule attendu. À propos des enfants pris au milieu, invités à choisir leur camp alors qu'il faudrait simplement leur demander ce qu'ils ressentent. À propos des pères qualifiés d'instables pour avoir manifesté de l'émotion. À propos des mères qui utilisent l'attachement comme arme pour gagner une guerre qui ne devrait pas exister. Du silence qui se transmet comme un héritage et du courage qu'il faut pour le briser. Lorsque j'ai appuyé sur enregistrer, j'ai intitulé le document La voix qui nous a sauvés. C'était bien. Ce n'était pas ma voix. Pas vraiment. C'était le lendemain, j'ai appelé un groupe de soutien local pour les pères célibataires. Ils m'avaient demandé de venir parler une fois, à l'époque où j'étais trop vidé émotionnellement pour faire plus que survivre. Maintenant, je leur ai dit que j'étais prêt. Je n'ai pas de conseils, dis-je, mais j'ai une histoire, alors je l'ai racontée. Je me tenais devant 15 hommes, certains fatigués, d'autres en colère, d'autres essayant juste de se tenir ensemble, et je leur ai dit ce que ça faisait d'être mis en doute, d'avoir chaque geste analysé, chaque mot trié, d'aimer si profondément son enfant et d'avoir toujours l'impression de le perdre. Une interaction manipulée à la fois. Je leur ai parlé des notes dans le carnet de croquis d'Isa, des nuits où elle ne voulait pas parler et de la nuit où elle l'a fait, du jour où elle s'est dirigée vers ce juge et lui a remis la vérité comme si c'était un cadeau dont elle savait qu'il lui coûterait quelque chose. J'ai vu des larmes et des yeux qui ne s'étaient pas permis de pleurer depuis des années. J'ai vu les épaules se desserrer, les têtes hocher la tête. Quand j'ai fini, un homme m'a dit, « Je pensais que j'étais fou, mais tu viens de décrire ma vie comme si tu l'avais vécue. » Et à ce moment-là, j'ai su que nous n'étions pas seuls. Notre histoire comptait. Plus tard dans la semaine, j'ai été invité à prendre la parole dans une école primaire locale pour une soirée familiale de bien-être. J'ai failli dire non, mais Isa a entendu l'appel et m'a demandé, « Veux-tu aussi raconter mon histoire ?» J'ai cligné des yeux, « Ça te va ?» Elle sourit timidement, « Mais bien sûr. Si cela aide quelqu'un d'autre à avoir moins peur, alors oui, dis-le lui. » Alors je l'ai fait. Dans les petites salles communautaires et les cercles de groupes de soutien anonymes, je parlais non pas en héros,
ni en victime, mais en père qui a presque perdu la confiance de sa fille, mais ne l'a pas fait, parce qu'elle la conservait, parce qu'elle la protégeait quand je ne pouvais pas. Et j'ai aussi commencé à écrire des lettres aux législateurs, aux éducateurs, aux thérapeutes et aux professionnels du tribunal de la famille, sur le fait que les enfants ne devraient pas être réduits à des cases à cocher et à des calendriers de garde, sur le fait que le silence n'est pas neutralité, mais souvent survie. L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises est la suivante, le système ne reconnaît pas toujours les abus discrets. Il n'y a ni contusion ni manipulation, pas de dossier médical pour éclairage au gaz, mais les dégâts sont réels et ce sont les enfants qui les ressentent le plus. Isla et moi parlions désormais plus librement de nos sentiments, de nos peurs. Parfois, nous utilisons encore le pot de questions. Un après-midi, elle a sorti un mot et a lu à haute voix, « Qu'est-ce qu'être libre ?» Elle m'a regardé. J'ai fait une pause. La liberté, c'est quand vous n'avez plus besoin de faire semblant, quand vous ressentez ce que vous ressentez et savez que vous pouvez le faire en toute sécurité. Elle hocha lentement la tête. Comme maintenant, exactement comme maintenant. Nous avons encore eu des jours difficiles. La guérison n'était pas une ligne droite. Il y avait des nuits où elle faisait des cauchemars me demandant si elle me reprenait et je la tenais dans mes bras et lui rappelais qu'elle n'aimerait plus ça, plus jamais. Un soir, après une autre visite supervisée avec Belle, qui s'était déroulée dans l'ensemble calme et sans incident, Isla rentra à la maison et dit « Maman a dit qu'elle allait aller mieux. La crois-tu » J'y ai réfléchi attentivement. Je crois qu'elle pourrait essayer, et j'espère qu'elle le fera. Pas seulement pour toi, mais aussi pour elle. Ala hocha la tête. Je l'espère aussi. Je veux l'aimer sans avoir peur d'elle. Cette déclaration m'a vidé, mais elle m'a aussi montré à quel point son esprit était puissant. Isa ne voulait pas se venger. Elle voulait la sécurité, l'honnêteté, la paix. Elle voulait ce que chaque enfant mérite. Maintenant, quand les gens demandent comment nous avons réussi à nous en sortir, je dis ceci, nous n'avons pas crié plus fort que les mensonges. Nous ne sommes pas entrés en trompe dans la colère ni noyés dans l'amertume. Nous sommes restés immobiles, nous avons attendu, nous avons tenu le cap, et puis une petite fille d'à accent grave peine 8 ans a utilisé sa voix, non pas parce que nous le lui avons dit, non pas parce qu'elle en comprenait tout le poids, mais parce qu'elle savait que quelque chose n'allait pas et pensait que quelqu'un devait le dire. Cette voix nous a sauvés et elle m'a rappelé, la vérité peut trébucher, elle peut être criée, rejetée, ridiculisée, mais à la fin elle marche, comme Rosa l'a toujours dit, et maintenant elle marche avec nous.